à New York où il s'est installé, dans un appartement de Central Park South, Saint-Exupéry, mais une vie qui semble s'articuler autour de 4 pôles. Son travail d'écriture, le groupe des amis, et par extension les amis des amis, les relations et les mondanités, et enfin la colonie française et ses luttes intestines. On pourrait peut-être aussi ajouter les femmes auxquelles il n'est pas insensible, d'autant que Consuelo est restée en France et elle ne viendra le rejoindre qu'un an plus tard, fin 41. Donc il a tout loisir de tricoter à droite et à gauche. Et il ne s'en privera pas. Un artiste, c'est ce que vous voulez. Tandis que l'auteur de Terre des Hommes n'arrêtait pas d'être sollicité pour des interviews, des conférences, des dîners, débats, ses relations avec la colonie française devinrent vite très compliquées. Son ami Pierre Lazareff fut un directeur de François, ami de Pompidou, Pierre Lazareff, qui là-bas, l'avait prévenu. Les Français d'Amérique pouvaient être classés en 3 groupes. Aux antipodes, les partisans du régime de Vichy, et les gaullistes, et au centre, une sorte de nébuleuse d'individualité qui se gardait bien de prendre parti. Figure emblématique, Saint-Exupéry va rapidement devenir un enjeu entre pétainistes et gaullistes. Les premiers, à son insu, sans doute pour lui forcer la main, ignorant totalement son état d'esprit, le nomment au Conseil national de Vichy. C'est une forte assemblée de notabilité, il y en a environ 150, mais à son insu, Saint-Exupéry dénonce aussitôt la manœuvre et fait publier dans le New York Times du 31 janvier 1941 une interview en forme de mise au point sur sa ligne de conduite. Je cite: Monsieur de Saint-Exupéry, arrivé de France il y a 1 mois environ, a exposé qu'il n'est pas un homme politique et qu'il préfère exercer son influence, tant qu'il en ait une, au moyen de ses écrits. De plus, il n'a pas été informé officiellement de cette désignation et il déclare « J'aurais décliné la présente nomination si j'avais été consulté ». En dépit de ce refus, et même s'il exprimait son indignation contre les rumeurs qui lui attribuaient toutes sortes de missions secrètes pour le compte du gouvernement de Vichy, les gaullistes influents lancèrent contre lui une insidieuse campagne diffamatoire qui se poursuivit jusqu'à sa mort. Ah, ils n'ont pas lâché, hein. Cette propagande gaulliste insinuait, pendant très longtemps, qu'il était soit un traître, soit un lâche. Puisqu'il n'était pas gaulliste, mais il était pétainiste. Donc il était là, c'était un lâche, c'était un traître. Alors, marginalisé, dans plusieurs cas qu'il a vécu très mal, une douleur morale épouvantable, marginalisé, eh bien, il se réfugia dans l'amitié et l'écriture. Et l'une et l'autre le soutinrent tout au long de son séjour aux États-Unis. Cette année 41 est décidément une période bien difficile à vivre pour Saint-Exupéry. En Europe, seule l'Angleterre résiste courageusement au projet hégémonique d'Hitler. À son grand désespoir, les États-Unis se cantonnent dans leur neutralité. Même son ami Charles Lindbergh se rallie publiquement aux tenants de la non-intervention. Saint-Ex ira même jusqu'à proposer ses services. Ira même jusqu'à proposer ses services pour convoyer des avions entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Vous savez que la loi Préba, il faisait que la Grande-Bretagne achetait des avions, il fallait les transporter des États-Unis en Grande-Bretagne, et il s'était proposé, ça a été refusé, en disant pour raison d'ordre médical. On ne voulait pas cette idée. Alors les combats fratricides de Syrie entre les troupes gaullistes et vichistes, en mai et juin 1941, eurent sur la colonie française de New York d'importantes répercussions. Les gaullistes attendirent vainement que Saint-Exupéry prenne position, cette fois-là, contre le maréchal Pétain. Ce qu'il ne fit pas. Le 7 décembre 1941, l'attaque foudroyante des Japonais sur Pearl Harbor fait basculer les États-Unis dans le camp des Alliés dont ils vont prendre la tête.
Chez les gaullistes de la colonie new-yorkaise, c'est évidemment le phobie, à laquelle Saint-Exupéry n'échappe pas. Ne s'exclame-t-il pas, maintenant les Américains sont engagés, c'est le début du salut de la France. Durant l'année 42, Saint-Exupéry est toujours aux États-Unis, il est actif et il travaille principalement à son œuvre posthume, Citadelle, ouvrage philosophique malheureusement inachevé, en même temps qu'il va écrire Le Petit Prince. Oui, il avait l'habitude de dessiner sur les tables de restaurant un petit personnage assez particulier, et un jour ses éditeurs l'ont pressé d'écrire le conte qui depuis longtemps était dans sa tête. Un autre événement très important va se produire dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942. L'opération Torche permet à un corps expéditionnaire anglo-américain de 106 000 hommes de débarquer sur les plages du Maroc et de l'Algérie. Saint-Exupéry exulte. Mais il ne sait pas encore que les forces vichistes se sont durement opposées au débarquement des Alliés. Oui, les soldats de l'Afrique du Nord, l'autorité de Pétain, de Vichy, pendant 2-3 jours, ils ont repoussé les forces anglo-américaines. Il y a eu des milliers de morts, part et d'autre. Ridicule. Il se range dans le camp de Darlan et de Giraud, encore le mauvais choix, et critique de Gaulle. Il accuse clairement d'être un apprenti dictateur. Il n'a rien compris au personnage de Gaulle. Et là, il lance à la radio, lui aussi va se servir de la radio, pour lancer un appel à l'union qui sera publié dans le New York Times Magazine du 29 novembre 1942 sous le titre An Open Letter to Frenchmen Everywhere. Puis, calme ça. On dit toujours que je ne parle pas bien anglais, vous voyez que c'est faux. Et puis à Montréal, c'est publié en français dans le journal Le Canada, et loin d'apaiser les passions, ça relance la politique. C'est un texte qui développe sa rhétorique qui tend vers un idéal, la réconciliation, c'est ça qu'il y a. La réconciliation et l'union du peuple de France pour lutter contre l'ennemi commun. Toujours son idéal de fraternité humaine. Et cet objectif implique une série de concessions, l'abandon de haines privées, des luttes de partis et de clans, facteurs de division. En faisant publier un tel discours, l'écrivain sait qu'il va susciter de vives réactions de la part de ses adversaires, et il ne manque pas. Le 19 décembre, le philosophe catholique, gaulliste, Jacques Maritain, lui répond dans le journal Pour la Victoire, en affirmant que la réconciliation des Français passe d'abord par la reconnaissance de la faute originelle de Vichy, celle de l'armistice et de la collaboration avec l'Allemagne. La réplique de Jacques Maritain blessa profondément Saint-Exupéry. Il en fut désespéré. Mais il refusa la polémique, et après une conversation, ils restèrent l'un et l'autre sur leur position. Subitement, pour Saint-Exupéry, le temps s'accélère. L'intervention américaine en Afrique du Nord, l'annonce des batailles futures, le stimule dans son désir de servir. Il veut retrouver ses camarades du groupe 233, basé à Tunis. Alors, il commence par activer toutes ses relations. Il y en a beaucoup. Il remue ciel et terre. Les relations au sein de l'Army Air Force, du War Department, et particulièrement, côté américain, le général Spaatz, côté britannique, Doolittle. Et la réponse est toujours la même. Un refus pour raison d'âge. Oui, en 1943, il a 43 ans. Alors, le général Bétoir, qui est en Algérie, qui est aux États-Unis, pardon, est assiégé par Saint-Exupéry. Et lui, il est chargé, au nom de la France libre, de négocier le réarmement en matériel américain des forces françaises. Il se laisse convaincre de guerre lasse, et il obtient à Saint-Exupéry une mobilisation effective en date du 1er avril 1943.